Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. Allez, on commence tout de suite par le menu du jour. On parlera d'abord de la sieste, il va falloir sortir les oreillers. C'est bon pour la santé et c'est une spécialiste qui nous le dira. Nous recevrons Christelle Neumager, sophrologue au CHU de Rennes et à la clinique Saint-Laurent. Dans la rubrique famille, Gwendoline Brahim s'intéressera quant à elle justement et spécifiquement à la sieste des enfants. Elle nous dira tout dans quelques instants. Nous évoquerons également le travail partagé via un focus sur Tisserand, un groupement d'employeurs du centre Bretagne basé à Loudéac. Comment ça fonctionne très concrètement? Eh bien, sa directrice Alexandra Glay, je vais y arriver, nous dira tout et tordra aussi le cou à pas mal d'idées reçues. Et puis vous découvrirez ce qu'est le upcycling ou comment faire de l'art avec des objets recyclés. Ça donne un résultat de toute beauté, vous le verrez en compagnie d'Emmanuelle Dubois, créatrice de l'atelier rennais des brouillards. Enfin, vous retrouverez la rubrique philo de Karl Brozek qui, après avoir fait la sieste, aura l'esprit totalement clair et reposé pour nous expliquer tous les ressorts de la méditation philosophique. Voilà, eh bien écoutez, je pense qu'on va commencer l'émission en demandant peut-être à Catherine Bossard ce qu'elle attend justement d'un programme sur la sieste, mais je pense qu'elle est tout à fait au cœur du sujet. On va chuchoter, Catherine, chut. C'est commencé. Okay. Pardon. Oh là là, ouais, la sieste. Oh, dis donc, c'était bien. Oh non, mais moi, j'envie les gens qui font la sieste et qui peuvent se réveiller en disant « Ouh, ces 5 minutes de sommeil m'ont fait extrêmement de bien » et qui sont en forme, etc. Parce qu'en général, moi, j'ai l'air de revenir du fin fond des abysses quand je me réveille d'une sieste. Ah non, ça se voit mais, pas. Non, ça va. non. Mais la sieste, non vraiment. Et souvent, vous avez remarqué, on en fait à la maternelle, après la maternelle et avant la retraite, on n'en fait plus ou on oublie d'en faire. Alors, est-ce qu'on a le droit d'en faire entre la maternelle et la retraite? Ça, c'est ma question. Et comment ça se passe? Et est-ce que je peux y retourner là? Je pense que là, vous avez le droit d'y retourner, mais pas trop longtemps. Hein. D'accord. Je vous réveille. Ok, ça marche. Allez, on y est tous sujets. Hein. Le coup de mou de l'après-déjeuner, chacun sa recette pour y faire face, alors que pour les spécialistes, il n'y a pas à tergiverser, mais juste à faire la sieste. La preuve en image tout de suite. Non, pas la sieste. Ça va, ne vous fâchez pas. Enfant, vous aimiez faire la sieste, vous? Pas forcément. Non. Et pourtant, c'est essentiel. Le mot sieste vient du latin sixta, qui signifie la 6e heure du jour, qui correspond à l'heure du déjeuner chez les Romains. La sieste, c'est donc le repos qui suit le repas pendant la digestion. Autrement dit, le fameux coup de barre de 14 heures. C'est tout à fait normal, c'est même biologique chez les mammifères. Imaginez, 62% des Français ont des troubles du sommeil. Ce qui provoque une extrême fatigue qui peut aussi à terme être la cause de stress, d'un manque de concentration, de sautes d'humeur et de problèmes de santé plus importants. Une des manières de récupérer, c'est d'adopter la sieste quotidienne. C'est tout bénef. 20 minutes de sieste équivalent à 2 heures de sommeil la nuit. Ça vaut clairement le coup de passer pour un loir. En France, les personnes qui font la sieste sont stigmatisées. Faut dormir la nuit. Mais quel paresseux! Les idées reçues vont bon train, alors qu'en Asie, c'est une véritable institution. Et attention, ne pas respecter ce temps de repos, c'est un manque total de respect. Mais il y a des règles à respecter. En semaine, ne pas dormir plus de 30 minutes pour que ça reste réparateur. Et les week-ends, il faut opter pour 1 heure à 1h30 de sieste pour rattraper la fatigue accumulée. Alors, écoutez bien ce tuto sieste. Asseyez-vous le dos bien droit, mettez votre tête appuyée en arrière ou en avant, décroisez les bras et les jambes, fermez les yeux et lâchez prise. Si vous ne dormez pas encore, dites-vous que faire un petit somme au travail permettrait d'améliorer vos performances, votre créativité et augmenterait votre mémoire. Alors, on ne se fait pas prier et au dodo. Eh ben voilà Catherine, pas besoin de culpabiliser, vous voyez? Encore plus Super. performante après. À fond, allez, c'est parti. Allez, on se retrouvera tout à l'heure. Nous reviendrons sur ce thème de la sieste dans quelques instants. Mais avant cela, on ne va pas se reposer sur nos lauriers puisqu'on va parler de travail. C'est pas un gros mot. Et on va parler même de travail partagé spécifiquement. Alexandra Glay est avec nous. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes directrice de Tisserand, un groupement d'employeurs du centre Bretagne qui est basé à Loudéac. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est précisément un groupement d'employeurs ? Un groupement d'employeurs, c'est une association de chefs d'entreprise qui emploie des salariés en CDI à temps plein et les salariés partagent leur temps de travail entre 2 ou 3 entreprises, mais toujours les mêmes. Toujours les mêmes, d'accord. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup en Bretagne? Dites-nous tout. Ou vous êtes une rareté? Non, la Bretagne est une grande terre d'élection pour l'emploi partagé et le travail à temps partagé. On est 19 dans le Grand Ouest.
D'accord, 19. Alors, comment ça se passe très concrètement, hein? Vous avez des entreprises adhérentes. Expliquez-nous un petit peu le fonctionnement précisément d'un groupement d'employeurs comme le vôtre. Alors oui, effectivement, nous avons des entreprises adhérentes. Le groupement répond à un besoin central qui est de fidéliser du personnel. Pourquoi les entreprises font appel à nous? Pour 2 raisons. La première, certaines ont des activités saisonnières. Ça veut dire que chaque année, quand la saison arrive, il faut qu'elles recrutent. La saison se passe et puis en fin de saison, elles laissent partir leurs meilleurs saisonniers. Donc l'idée, c'est que Tisserand trouve une deuxième entreprise qui a besoin des mêmes compétences, mais à contre, en fait, hein, à l'opposé, une saison à l'opposé de la première. Donc le salarié est embauché en CDI à temps plein et il passe 6 mois dans une entreprise, 6 mois dans une autre. Donc ça, c'est une première forme. Le deuxième type de partage du temps, ce sont des entreprises qui ont besoin d'experts, en fait. Par exemple, une entreprise qui a besoin d'une comptable. Allez, un cas classique. Elle a besoin, un artisan qui a besoin d'une secrétaire comptable tous les matins. Bien sûr, s'il l'embauche directement, il y a de fortes chances qu'au premier temps plein qui passe, la personne soit partie. Donc l'idée, c'est de trouver une deuxième entreprise qui a besoin également d'une secrétaire comptable. Et donc du coup, le travail de Tisserand, c'est de recruter cette personne et de mettre ces morceaux d'emploi, de créer ce maillage en fait d'entreprise pour créer le CDI et le temps plein. Est-ce qu'il y a des freins parfois, justement, est-ce que c'est une question de mentalité, de culture d'entreprise? Est-ce qu'il peut y avoir des freins au travail partagé? Les gens se disent quoi? Si j'ai plusieurs employeurs, c'est plus compliqué? Alors, deux aspects. Pour le salarié, il a un seul bulletin de salaire fait par Tisserand, en fait, par la structure. C'est une entreprise normale, un emploi normal, un 13e mois, des congés payés, de l'ancienneté, enfin, les avantages sociaux normaux. Après, s'il a des freins, c'est plus... il faut une bonne capacité à s'adapter, il faut avoir envie de communiquer, poser des questions, s'intéresser. Voilà, vous avez plusieurs collègues dans la même semaine, vous avez plusieurs problématiques, plusieurs fournisseurs. Enfin, voilà. Après, pour les entreprises, souvent se pose la question de la confidentialité, mais c'est un préalable quand on travaille à temps partagé de garder les choses pour soi. Vous êtes dans un secteur extrêmement dynamique, un bassin d'emploi très dynamique, et le Centre-Bretagne, ça souvent on ne le sait pas, mais voilà, c'est bien de le dire, n'est-ce pas? Donc ça correspond à un besoin, peut-être dans votre secteur, justement, particulièrement? Oui, tout à fait. Alors, à l'Oudéac, plusieurs choses à savoir sur cette zone. C'est là que se situe la plus grande zone industrielle de Bretagne. On a moins de 6% de taux de chômage, donc c'est quasi le plein emploi sur l'Oudéac, Pontivy, enfin en Centre-Bretagne. Donc, quel que soit le type de métier, on trouve de l'emploi chez nous. Et du coup, les chefs d'entreprise ont beaucoup de mal à recruter. Donc, se servent aussi du groupement d'employeurs comme une façon différente d'embaucher et de recruter. Et alors vous avez constaté une forme de montée en compétences. C'est important de le dire aussi parce que du coup les besoins changent, évoluent. Alors, oui, monter en compétence des salariés qui travaillent à temps partagé, d'une part, parce que quand vous partagez votre temps entre 2 ou 3 entreprises, vous apprenez beaucoup plus. Et puis, on est sur une zone, l'Oudéac, où on est un peu la Silicon Valley de l'industrie agroalimentaire. Il y a beaucoup de machines-outils, par exemple, qui sont fabriquées là. Donc, on cherche des conducteurs de ligne, des caristes, mais on cherche aussi beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de dessinateurs pour des bureaux d'études, enfin... Voilà, des administratrices des ventes qui parlent chinois, anglais, espagnol. Enfin, c'est commun, c'est courant, ces recherches-là. Et puis, alors, il y a un signe très intéressant où vous nous disiez un tiers de vos salariés ont quitté un CDI pour choisir le travail partagé. Alors, racontez-nous, parce que ça peut paraître quand même assez surprenant. 2 choses. Un, on est sur une zone où comme c'est le plein emploi, les gens n'hésitent pas à franchir le pas de quitter leur CDI et peut-être d'être au chaud au sein d'une entreprise pour prendre le risque de changer. Donc, première chose. Et deuxième chose, le travail à temps partagé, c'est aujourd'hui, le travail pendant 40 ans au même endroit est révolue tout de même, et cette forme d'emploi motive et certains quittent leur CDI pour travailler spécialement et spécifiquement à temps partagé. C'est un choix de travail en fait.
Ça permet choix de d'éviter cœur. la monotonie, la Oui. lassitude. Ah bah oui, la routine, pas de routine Et la quand on routine. travaille à temps J'ai partagé. multiplié les pauses café peut-être. Et les collègues Sieste, peut-être. Et les pauses siestes et les cancans. Ah ouais, c'est Non, pas c'est mal. intéressant. Est-ce qu'il y a des entreprises où on fait la sieste dans votre secteur? Est-ce que vous en avez déjà vu? Oui, j'en connais une. Je connais une entreprise où l'ingénieur R&D, qui s'appelle Philippe, je crois qu'il est en retraite maintenant, faisait la sieste. Et j'ai eu l'occasion de passer devant son bureau et le PDG me disant « Chut, Philippe dort ». D'accord. Comme quoi la sieste, c'est sacré. On va y revenir justement avec vous, Christelle Nemagé. Vous êtes sophrologue au CHU de Rennes et à la clinique Saint-Laurent de Rennes également. Quand on parle de sieste, on a tous notre idée sur la question, mais pour vous, il s'agit de quoi exactement? Alors en fait, la sieste, c'est pas forcément un endormissement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est plutôt un temps de repos, voilà, où on va essayer de se détendre, de se relâcher, peut-être, plutôt dans une posture quand même soit allongée ou bien installée. Et donc après, si on arrive à bien se détendre, on peut aller effectivement jusqu'à l'endormissement. Mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, c'est avant tout un temps de repos et surtout après le repas. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs types de siestes, peut-être? Oui, alors il y a la sieste, comme était évoqué dans votre reportage, en fait, de 20 minutes. La fameuse sieste de 20 minutes. La fameuse sieste de 20 minutes. Et c'est important, en fait, de ne pas dépasser ce temps, parce qu'après, on risque d'empiéter sur la nuit à venir. Voilà. Donc on met son réveil, on n'hésite pas. Oui, effectivement, pour les personnes qui dorment, vaut mieux mettre un réveil. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle la sieste flash. Alors là, la sieste flash, comme son nom l'indique, c'est quelque chose de très court, où là, on va être plutôt dans une posture assise, et puis on va prendre un objet et on va essayer de complètement se détendre pendant 5 minutes. Et ça peut être tout à fait adapté justement au monde de l'entreprise, voilà, pour se redynamiser avant de continuer sa journée, ou alors lorsque les personnes sont en voiture et qu'elles ont un petit coup de fatigue. Voilà, ça peut être bien avant de continuer à faire la route. Et la dernière sieste qui va être la sieste plutôt pour les travailleurs de nuit, où là, on va faire la sieste à peu près 1h30 avant... C'est une vraie sieste. Voilà, une vraie sieste. Enfin, les autres aussi sont des... voilà, mais mais 5 minutes, on ne peut pas dormir sur 5 minutes. On dort alors, pas. non, là, c'est vraiment un relâchement. Voilà. Un relâchement, un temps de récupération total où on apprend à se déconnecter vraiment pendant 5 minutes. Et donc, la dernière sieste, 1h30 pour les travailleurs de nuit, à faire plutôt en fin de journée avant d'aller travailler. Voilà, alors j'allais vous demander, est-ce qu'il y a une heure idéale pour faire la sieste? Ça dépend des cas de figure, du coup, on imagine. Alors oui, on va dire que pour les personnes en fait qui travaillent de jour, ça va être plutôt après le repas, puisqu'il y a une baisse de vigilance à ce moment-là. Donc physiologiquement, c'est tout à fait adapté après le repas du midi. Est-ce qu'il y a des conditions idéales, des conditions à respecter? Est-ce qu'il faut être dans le noir ou pas? Alors, le noir total, non. Pas non plus la lumière, trop de lumière. Donc, on va dire la pénombre, un endroit plutôt calme, si possible. Voilà, dans une posture relâchée. Voilà ce qu'on peut... On se demande comment Catherine peut réussir à faire la sieste sur un plateau super éclairé. C'est la détente, c'est parce qu'on est bien sur ce plateau. Voilà, c'est ça. Allez, la question suivante, c'est un de nos téléspectateurs qui va vous la poser. Écoutez tout de suite, puis on attend votre réponse après. Bonjour, je suis David, je suis coach sportif sur Saint-Malo. Est-ce que la sieste est bonne pour la récupération musculaire et est-ce prouvé scientifiquement que c'est bon pour le corps? Merci. Alors voilà, est-ce que c'est prouvé scientifiquement que c'est bon pour la récupération musculaire ou pas? Alors, la sieste. En fait, effectivement, la sieste, comme le tonus musculaire baisse, forcément, il va y avoir un temps de récupération. Donc, le corps va récupérer. Sur le plan scientifique, en fait, il y a eu une étude qui est parue donc, pour le bien du corps, on va dire, pour la santé, qui est parue en 2007. Montrant que le fait de faire une sieste occasionnelle allait diminuer les risques de mourir d'une maladie coronarienne de 12% et de 37% pour les personnes qui font une sieste quotidienne. Voilà, donc on peut voir un peu l'importance et le bénéfice de la sieste. Est-ce que c'est bon pour le moral? Alors justement, dans cette même étude,
on démontrait que comme les gens étaient reposés, ils étaient moins stressés. Et comme ils sont moins stressés, le moral est meilleur, forcément. Donc c'est tout bon. Voilà. C'est tout bon. Alexandra, vous faites la sieste, vous, de temps en temps? Vous avez l'occasion? J'ai pas ce luxe, non, Vous malheureusement. n'avez pas ce luxe. Bon, Gwendoline. Ah oui, moi je fais la sieste. Mais par contre, je retiens qu'il faut dormir que 20 minutes. Ah. Parce qu'après, sinon, c'est vrai, on est complètement dans le gaz. Et voilà. On n'est pas bien. Donc moi, j'avoue, je dors plus de 20 minutes parfois. Allez, la sieste rendrait également les travailleurs plus performants. Certaines entreprises, on l'a dit, proposent des salles de repos à leurs salariés. On va tout de suite voir un exemple à Saint-Grégoire, au nord de Rennes, dans une entreprise qui a ouvert ses portes à notre équipe, emmenée par Karl. Alors aujourd'hui, on va parler de la sieste et en particulier de la sieste au travail. Et pour ça, nous sommes en compagnie de Brune. Bonjour Brune. Bonjour Karl. Alors ici, au siège de MV Group à Saint-Grégoire à côté de Rennes, la sieste, c'est obligatoire pour les employés? Non. Non, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Alors chaudement recommandé pour tous les collaborateurs de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on vous encourage à siester, à vous déconnecter, à prendre des moments de repos. C'est ça la philosophie? Oui, tout à fait. En fait, c'est dans une démarche globale de bien-être au travail. On a mis en place certaines actions, dont la possibilité de pouvoir se reposer sur son lieu de travail. On a aménagé certains lieux avec des fauteuils et vraiment des sièges pour pouvoir se reposer, voire pouvoir dormir. Et tout ça, ça a un impact sur la productivité, parce qu'on se dit sommeil, repos, détente et puis travail, ça va pas très bien ensemble. Alors si, justement, ça va plutôt bien ensemble. On a pu remarquer que nos collaborateurs sont plus disponibles auprès de leurs clients et donc apportent un meilleur service s'ils ont la possibilité de se reposer au quotidien et de pouvoir faire un break tout simplement avec leur mission au travail. Est-ce qu'il y a parfois des collaborateurs un peu Gaston Lagaffe qui disent « Ah on nous recommande de faire la sieste, alors on va la faire 5, 6, 7 heures par jour ». Ça n'arrive pas, ce genre de situation? Non, ça n'arrive pas. Et on est sur un modèle de management de confiance. On a confiance envers nos salariés et les salariés ont confiance envers la direction et ça marche plutôt bien. On n'y pense même pas en fait à ce genre de choses. Alors ici, on se trouve dans une pièce un petit peu centrale avec une piscine à balles. Oui. C'est un lieu qui est plutôt pour le jeu, pour le côté retour en enfance ou plutôt pour le repos, la sieste? Alors, pour les deux, à vrai dire. Parfois, on a des moments de fun où les balles peuvent fuser un petit peu. Et parfois, tout simplement, des personnes vont se poser et pouvoir se reposer. Il y a d'autres endroits comme ça consacrés à la sieste ou au jeu dans l'entreprise? Oui, il y a plusieurs endroits consacrés à la sieste et aménagés vraiment pour se reposer. On va peut-être pouvoir les visiter? Oui, on peut y aller. Un autre niveau, un autre espace détente ici, avec cette fois carrément des couleurs, des poufs. Comment vous appelez ça, ces poufs? Fat Boy. Des Fat Boy. Et puis un petit jeu de golf pour s'entraîner, pour pratiquer son swing, son practice. pour se détendre aussi, tout simplement. Toujours dans le même objectif, effectivement. Donc soit on peut siester tranquille, soit on peut s'adonner à des petites activités sportives. En fait, cet endroit, cet espace commun est dédié à plusieurs fonctions. On a les Fat Boys pour pouvoir vraiment se reposer, on a le mini-golf pour pouvoir se détendre et puis un endroit un petit peu plus cosy pour pouvoir échanger de manière informelle sur ces sujets de boulot ou pas d'ailleurs. Alors, on parlait de bien-être au travail. Vous, Brune, votre métier ici, c'est Happiness Manager. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de métier? Alors, c'est un métier qui a émergé récemment. Il est fait pour permettre de faciliter toutes les actions de bien-être sur le lieu de travail. Donc, ma mission est d'identifier les problématiques des collaborateurs et de trouver des solutions et de pouvoir les engager également dans cette démarche de bien-être au travail. Alors, c'est peut-être un métier qui va prendre de l'ampleur. Vous avez fait quoi comme étude pour devenir Happiness Manager? Alors, je n'ai pas fait d'études pour devenir Happiness Manager. C'est quelque chose qui m'a été proposé par le dirigeant Olivier Merrill. J'ai commencé à la communication interne dans l'entreprise et naturellement, des actions de bien-être au travail se sont mises en place et du coup j'ai pris le poste de Happiness Manager. Très bien, écoutez, moi en attendant je vais aller me reposer sur un de ces Fat Boys, pourquoi pas. Merci Brune en tout cas. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Le rêve de Gwendoline et de Catherine est à portée de main. L'une pour la bouée Flammarion, c'est ça? Voilà, pour Gwendoline. Et la piscine à balles pour Catherine. Oui, oui, ça y est, moi j'ai postulé, c'est bon. Je ne sais pas ce qu'ils font à MV Group, mais on a postulé. Par contre, est-ce qu'ils sont payés? C'est pas dit, parce que contre la sieste, c'est peut-être la contrepartie aussi délicate. On demandera à Karl tout à l'heure, qui sera avec nous, qui nous rejoindra pour une chronique philo. Allez, Christelle Nemagé, elles sont nombreuses les entreprises comme celle-ci qui autorisent la sieste. On a l'impression que c'est quand même pas si
fréquent. Ouais. Alors je ne sais pas si elles sont encore nombreuses, mais en tous les cas, de plus en plus s'y intéressent. Et j'ai l'occasion aussi d'intervenir dans les entreprises où on me demande justement d'apprendre aux salariés à faire la sieste et en particulier la sieste flash. Alors ça s'apprend à faire la oui, sieste. ça s'apprend. Alors donnez-nous des astuces. Comment on fait? Ça s'apprend et parfois il y a besoin d'être accompagné parce qu'effectivement quand on est peut-être très stressé, très contracté au début, ça ne va pas forcément se faire facilement comme ça. Et donc voilà, c'est apprendre à se détendre, mettre son cerveau un peu sur off. Et puis laisser passer les idées, peut-être ne pas les retenir, et puis réussir à décontracter, à relâcher et à bien respirer, parce que la base, c'est aussi la respiration abdominale. Et donc ça, c'est la base de toute technique, que ce soit la sophrologie, la méditation, l'hypnose ou autre. La respiration abdominale va aider justement à une meilleure détente et à un meilleur relâchement. Alors vous êtes sophrologue, il y a des exercices spécifiques que nous pouvons faire aussi, et les téléspectateurs à la maison, des exercices simples que vous enseignez? Est-ce qu'il y en a un peut-être que vous pouvez nous dévoiler? Que je peux vous dévoiler. Déjà, pour moi, comme je vous l'ai dit, la base, c'est vraiment la respiration abdominale. Donc il faut inspirer profondément. Alors, en fait, c'est... Allez, on le fait tous, on va voir. Il faut juste qu'on ne s'endorme pas. Vous voulez. Parce que... Donc, c'est déjà, en fait, respirer dans le bon sens, parce qu'il y a des personnes qui respirent à l'envers. Donc, c'est à l'inspiration plutôt gonfler le ventre, comme un ballon. En fait, il faut avoir un peu l'image du ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Et à l'inspiration, on gonfle le ventre, et à l'expiration, on le dégonfle. Et après, il faut savoir que pour une respiration relaxante, on a perdu Laurence. Pour une respiration relaxante, il faut une expiration plus longue que l'inspiration. Ah d'accord. Donc voilà, déjà je peux vous donner ce une très bonne astuce. Ce tuyau-là. Allez, ça nous amène à parler du sommeil quand même, parce que vous disiez tout à l'heure, si on fait une sieste trop longue, on empiète sur le temps de sommeil. Alors, ça existe vraiment le train de sommeil. On parle souvent du train de sommeil. Est-ce que ça, c'est une réalité? Bien sûr. Donc si on dort trop longtemps, on va empiéter sur le temps de sommeil de la nuit. Voilà, sur la nuit à venir. Et ça va décaler. Et ça peut décaler. Alors, en fait, tant qu'on n'a pas de problème de sommeil, effectivement, voilà. Mais quand les gens ont des problèmes de sommeil et qui viennent me voir, il faut aussi resynchroniser tout ça. Donc, il y a des choses à mettre en place pour que les personnes puissent reprendre les rênes de leur sommeil, redevenir acteurs de leur sommeil. Voilà. Et donc, voilà. Et donc voilà, tout un tas d'astuces que vous nous donnez, bien respirer, etc. Et puis peut-être avoir une heure de coucher, une heure de lever régulière. Tout à fait, on dit ça souvent. Heure régulière. Et puis éviter aussi les grasses matinées, voilà, trop longues, qui peuvent aussi avoir une répercussion sur le sommeil. Il vaut mieux donc se lever régulièrement à la même heure chaque matin et faire une sieste en début d'après-midi plutôt que de faire des grasses matinées trop importantes le week-end ou les vacances. Très bien. Bon, alors il y en a un livre des notes. Une petite astuce, si la sieste n'est pas autorisée sur votre lieu de travail, vous la connaissez sûrement, c'est que vous allez découper des petites formes d'yeux, comme ça, d'yeux ouverts. Vous allez pouvoir coller sur vos paupières. Donc attention quand même à bien choisir une colle adaptée à ce genre d'exercice. Ça marche super bien. Bon, voilà, ça ne marche pas. En même temps, je préfère ça plutôt que vous ayez les yeux collés à la fin de l'émission. Pardon, je vais essayer. Il est tombé dans le... Oh, pardon. Donc aucun... Je vous laisse faire la sieste? Oui, et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci Catherine. Ça y est, voilà, elle dort. Allez. Elle est presque éveillée. C'est efficace, ça marche. C'est pas mal. Ouais, c'est bien, impeccable. Allez, on va faire une petite pause. Pas une sieste, mais une pause. Comme hier et avant-hier, on va retrouver notre feuilleton de la semaine sur l'appel à la solidarité que nous a lancé Michel Campion, directeur de l'association Vers le Jardin. Un appel pour acquérir des arbres afin de créer une forêt dans le Finistère. Alors tout de suite, un petit avant-goût. Bonjour à tous, âmes solidaires. Ça y est, je les ai trouvés, mes arbrisseaux. Ils sont pas mignons, ces petits bouts de bois? Bon, vous me direz, maintenant qu'ils sont prêts à prendre racine, il faut que je sache comment les planter. Un bon coup de pioche, ça devrait suffire. Mais non, moi, je pense qu'il leur faut de la douceur, de l'amour, de la patience. Vous allez voir, mes petits cocos, je vais vous bichonner, moi, je vais vous dorloter, là. On va le feuilleton dans quelques instants, justement. On va continuer à parler de la sieste avec vous, Gwendoline. Mais alors, cette fois-ci, la sieste des enfants. Celle qu'on appelle de tous nos voeux. Oui, ça y est, j'ai eu une heure de libre, formidable. Non, je dis ça, c'est du vécu, pardon. C'est
un peu ça. Alors, il faut être réaliste, c'est un peu ça. Alors c'est souvent, ça, quand on parle de la sieste, on a tendance à le mettre dans le champ lexical de l'enfance, mais on l'a vu, du coup, la sieste, ça profite à tout le monde et pas seulement aux enfants. Donc, surtout aux parents même, par moment. Oui, surtout aux parents. Mais alors, il n'y a pas le même souci de sieste et de sommeil en fonction des âges. Parce qu'un bébé, par exemple, va dormir presque jusqu'à 20 heures par jour. Donc là, le problème de la sieste, il n'est pas du tout là. Et il faut savoir qu'un bébé, quand il est éveillé, finalement, il est somnolent. Donc, en fait, il n'est jamais vraiment éveillé. Donc, le souci de la sieste ne se pose pas. Il va se réguler tout seul. En général, c'est vers 1 an et demi, 2 ans que le problème va se poser de vraiment ritualiser comme ça les siestes au fil de la journée. Parce que c'est vers 1 an et demi, 2 ans que l'enfant va vraiment comprendre le jour et la nuit et va se caler sur un rythme dit, entre guillemets, d'adulte. Donc à ce moment-là, oui, on va essayer de ritualiser pour instaurer une sieste, parfois même le matin, l'après-midi et le soir en fin de journée et ensuite la nuit. Et enfin, l'adolescent, lui, il a aussi besoin de sommeil, voire beaucoup. Mais alors, il faut laisser les adolescents dormir parce que souvent, le parent, il grogne un petit peu parce que l'ado, il ne veut pas aller se coucher, il traîne le soir jusqu'à 22h, minuit. Mais alors, ce n'est pas de leur faute. Voilà, c'est dit. C'est physiologique. L'adolescent a du mal à s'endormir. Donc, forcément, il va récupérer cette heure de sommeil le matin, voire jusqu'à midi, 13 heures, même s'il le faut, parce qu'il en a besoin. Donc, si votre adolescent passe son temps à dormir le matin, voilà, c'est normal. S'il traîne des pieds pour aller au lycée, c'est normal aussi. Et s'il a un petit coup de mou après sa journée à l'école, faut le laisser dormir, parce qu'en fait, il a une dette de sommeil, donc il les récupère comme il peut, en hibernant. D'accord. Vous savez, j'entends un grand ouf du côté de Karl Brosek, dont le fils Gaspard, à qui on fait un petit coucou, est sur ce plateau. Donc, c'est vrai, les ados... Ouais. D'accord, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Donc, ils ont besoin vraiment, on les excuse, ils ont besoin ils ont vraiment besoin de dormir. Pour les petits récalcitrants, à la sieste, on fait comment? Est-ce qu'il y a une technique, hormis J'allais dire la masse, mais non. Non, on n'assomme pas les enfants pour qu'ils dorment, parce que justement, je pense que ça irait peut-être trop loin. Et là, on est au-delà des 20 minutes de sieste, donc on est foutu. Voilà. Non, alors les récalcitrants, en général, ce sont les enfants qui vont à l'école, donc qui sont en maternelle et en début de primaire. En général, les parents ils demandent comment ça se passe, la sieste à l'école, parce que c'est une pénitence à la maison. Mais alors, en général, à l'école ou à la crèche, il n'y a aucun problème. L'enfant va aller se coucher avec les copains, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à rester éveillé à l'école ou à la crèche, parce que tous les copains dorment. Donc, c'est un rituel, c'est ritualisé, c'est une étape de la journée. Alors, ce qu'il faut faire, c'est une petite astuce, c'est essayer de renvoyer ça à la maison. Il y a le rituel du matin, le rituel de midi. Et la sieste, ça fait partie aussi d'une étape importante de la journée, comme le coucher. Donc, il faut essayer de ritualiser ça. Alors, l'enfant mange. Comme les adultes, il a son petit coup de mou. Donc, il va se frotter les yeux, il va pas être bien. Donc, il faut vraiment choper cette petite faille-là, passer dans un temps de repos, donc avec un livre ou juste sur son lit. On évite les écrans, ça énerve. N'importe quelle heure de la journée, ça énerve. Donc, avant la sieste, on oublie et on va le laisser comme ça aller dans un temps de repos. Si l'enfant vraiment ne veut pas dormir parce que c'est pour les bébés, parce que c'est pas fun, parce que les grands font autre chose pendant ce temps-là, on peut lui proposer de ritualiser la journée visuellement. Alors, vous avez des choses qui se trouvent dans le commerce, comme on voit là les petits plannings où on peut comme ça ritualiser la journée de l'enfant. C'est bien. Sinon, alors c'est vraiment très très bien. Sinon, vous pouvez le faire à la maison. Vous prenez bêtement une photo de la chambre, une photo de la salle de bain, de la salle à manger, et vous lui faites comme ça un petit planning de sa journée. Ça permet à l'enfant de savoir où il en est et de savoir que de toute façon, aucune étape ne peut être sautée. Donc la sieste, c'est la sieste. Alors, à quel âge on l'arrête, la sieste, ou on peut l'arrêter, en tout cas, ou du moins c'est autorisé, on va dire? Alors, la sieste, en général, les enfants, quand ils arrivent au primaire, ne la font plus. Par contre, si vous leur proposez un petit temps de repos, il y en a beaucoup qui vont se laisser complètement tomber dans les bras de Morphée sans voir la chose venir. Il y a beaucoup de parents qui arrêtent de mettre l'enfant à la sieste parce qu'il ne dort plus le soir. Alors souvent, on voit, ils demandent à la crèche ou à l'école de diminuer le temps de sieste à l'école, pensant que c'est pour ça que le soir, il fait un peu la fête. Alors ça, il faut se méfier et bien observer l'enfant sur plusieurs jours. Parce qu'il faut savoir que la sieste, ne pas faire la sieste et le manque de sommeil, ça amène un manque de concentration et de l'énervement. Donc l'enfant qui va être très énervé le soir, qui va sauter partout, qui va crier, voire même pleurer, c'est peut-être parce que justement, il est trop fatigué et qu'il a besoin de cette petite heure ou ces 3/4 d'heure de sieste la journée. Et puis si vraiment il ne veut pas, le week-end, moi je conseille à tout le monde de faire la sieste en famille. Voilà, tout le monde, petits et grands, les ados, les bébés, tout le monde, parce qu'on a vu que ça bénéficie à tout le monde. Ouais. Donc voilà, en famille, on peut rattraper le temps de sommeil le week-end. Voilà, vous confirmez tout? La sieste des enfants, voilà, elle est au top. Merci beaucoup à vous, Christelle, et à vous, Alexandra, d'être venue sur ce plateau. Merci. On va tout à l'heure parler de réemploi dans le domaine artistique avec l'atelier des brouillards d'Emmanuel Dublois. Mais on va s'intéresser d'abord au recyclage des bâches publicitaires. Pour cela, direction Saint-Brieuc, une découverte signée Fabrice Leroy et Jean-Marc Seignet.
Ce jour-là, Loïc Le Béguec a rendez-vous au service communication du département des Côtes-d'Armor. Ça, c'était avec des bâches Aroc. Aroc. Ça, c'était avec. Oui, d'ailleurs, l'idée, c'est de recycler les bâches, quoi. Des sacs de toutes les formes, mais avec un matériau commun. Tous sont en effet réalisés à partir d'anciennes bâches publicitaires. Une idée qu'a eue Loïc lorsqu'il était encore artisan voilier. Une idée qui s'inscrit pleinement dans l'air du temps. C'est des petites choses, mais bon... On est sur du recyclage de bâches. Donc, en fait, le département produit beaucoup de bâches dans le cadre d'événementiel. Et après, c'est des bâches qui sont souvent datées, qu'on ne peut pas réutiliser. Donc là, c'est un double intérêt, un intérêt, on va dire, environnemental. Et puis, l'autre côté, c'est un intérêt aussi d'insertion, puisque M. Le Béguec travaille avec des ateliers d'insertion pour la réalisation de ces sacs. Nous sommes aux ateliers du Cœur à Saint-Brieuc. C'est là que l'aventure a débuté. Ah oui, bah voilà ce que donne d'ailleurs une fois qu'on commence à couper dedans. Hein, ça c'était le photoreporter en baie de Saint-Brieuc. Donc là, énormément d'articles avec ces imprimés-là, c'était magnifique. Ça. En 2015, face à une rude concurrence dans le monde du nautisme, Loïc doit mettre la clé sous la porte. Les ateliers du Cœur avec qui il collaborait déjà pour la couture lui permettent de rebondir. Pendant presque plus de 2 ans, je me suis consacré qu'à ça. Création de modèles, tester les produits, les prix même à la clientèle, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, ce qui est adaptable à la matière ou pas. Donc ça a été 2 ans d'expérimentation hyper concrète en fait de tout ce qu'on pouvait tirer de cette matière première-là. En mai 2018, sa ligne est prête. Il ouvre une boutique au Carré Rosingard sur le port du Légué. Ses sacs à main, ses sacs de plage, ses baluchons, ses transats, tous sont désormais signés LB Artefact. Il y a plusieurs définitions artefacts, mais celle que j'ai retenue, c'est la transformation d'un élément par la main de l'homme. Donc ça me plaît bien. Moi, je suis dans la transformation. Là, évidemment, on parle d'une transformation de matière. Comme on dit, vu que c'est basé sur le recyclage, c'est dans l'air du temps. Je pense que c'est surtout obligatoire aussi. Hein, ce n'est pas que dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'il faut bien recycler les choses et le mieux possible. C'est-à-dire que je trouve que ça redonne quand même une image assez fun, assez sympa d'une activité liée au recyclage. Avec en prime la volonté de continuer le chemin avec des entreprises d'insertion. Des partenariats sont déjà noués dans le département, d'autres devraient voir le jour. Cet élu qui suit le projet depuis sa naissance en est convaincu. Il veut réussir, s'en sortir, tout en partageant avec les autres et en donnant ce que lui, il a reçu. Et là, je crois que pour pouvoir continuer, il va falloir qu'il trouve des petites mains pour la couture, bien évidemment, pour l'assemblage. Et je vais essayer de voir comment, moi, à mon niveau, je peux essayer de l'aider à trouver ça. Ça me semble important et je trouve que c'est d'autant plus louable que de savoir où on est passé pour le rendre aux autres, il n'y a pas plus belle image. Un bel exemple d'économie circulaire et solidaire, où quand redonner vie à de vieilles bâches de publicité permet tout simplement de donner du travail. Très très belle idée. Emmanuel Dubois et Karl Brozek nous ont rejoints pour notre plus grand plaisir sur ce plateau. Et bonjour à tous les deux. Emmanuel Dubois, vous êtes responsable de l'atelier Débrouillard à Rennes, un atelier axé sur le recyclage d'art, on va dire ça comme ça, l'upcycling, oui. C'est ça? C'est ça. C'est un mot à la mode en ce moment, mais bon. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Dites-nous. Alors en fait, l'idée m'est venue, déjà j'ai une formation dans les arts plastiques, le graphisme, et à un moment dans ma vie j'ai travaillé à la MCE, la Maison de la Consommation et de l'Environnement, et du coup on travaillait sur les déchets. Et donc je me suis rendu compte que c'était juste énorme tout ce qu'on jetait quotidiennement, mais pas seulement les particuliers, mais aussi les entreprises. Et donc je me suis dit je suis jeune et je vais me lancer en alliant en fait la création et le recyclage des déchets. Et donc j'ai commencé à récupérer des déchets dans les entreprises surtout. Alors les déchets, c'est par exemple le mobilier inutilisé. Des chutes de fabrication, en fait. Ouais. C'est surtout des chutes de fabrication ou des produits qui sont obsolètes et qui restent dans les placards ou qui encombrent. Et des choses aussi qui ne peuvent pas être recyclées, comme les bidons qu'on voit Alors ça c'est une de vos créations, on voit, c'est fantastique, quoi. C'est original. Et en fait ça c'est des bidons qui sont récupérés chez un petit garagiste et qui lui ne trouve pas de filière pour les recycler.
Et donc, on est plusieurs à récupérer des bidons comme ça pour plusieurs utilisations. Et donc, moi, je les transforme en fait en meubles. Donc, il y a des grands, des petits, des moyens. Je peux en faire des barres, des tables de chevet. Voilà, c'est vraiment original. Comment ça s'est passé? Alors, vous avez créé cet atelier il y a 2 ans et vous faites partie d'une coopérative qui s'appelle Élan Créateur. Alors du coup, j'ai choisi pour monter mon entreprise de faire partie d'une coopérative pour ne pas rester seule et aussi en fait parce que j'adhère aux mêmes valeurs en fait que tous les entrepreneurs qui font partie de cette coopérative, c'est-à-dire en fait une entreprise. Enfin, on aimerait aller vers une société en fait plus collaborative. Plus de solidarité, plus de cohésion sociale et du coup j'ai trouvé en fait mon compte en me rapprochant de gens en fait qui partageaient les mêmes valeurs. Et ça va aller plus loin, d'ailleurs. Justement, le partage de ces mêmes valeurs, ça va donner naissance à un beau projet. Alors, racontez-nous ça. Ce qui est bien, en fait, c'est que dans la création d'entreprise, on est toujours en mouvement, en évolution. Et là, je vais avoir un local bientôt qui s'appelle Le Mur Habité, qui est en construction et qui se trouvera en face des Ateliers du Vent à Rennes, dans le quartier de Clenay. Et l'idée, en fait, c'est, depuis 2 ans, je me rends compte en croisant des artisans, mais aussi des créateurs, que on manque de locaux sur Rennes. Et donc, comme je ne pourrais pas toujours être 24 heures sur 24 dans mon local, j'ai envie de surtout partager... Surtout si vous voulez faire la sieste, ça, c'est pas possible. Oui, surtout si je vais faire la sieste. Et donc, j'aimerais partager, en fait, ce local avec d'autres créateurs ou entrepreneurs locaux pour y créer des animations et dans le but, en fait, de créer de la cohésion dans le quartier. Et donc, chacun pourra animer des ateliers. Ce sera, par exemple, des fabricants de produits locaux. Ce sera des savons cosmétiques naturels. Ça pourra être de la cuisine avec des déchets. Enfin, on peut faire plein de choses, en fait. Et j'aimerais aussi proposer ces ateliers en entreprise. Et on revient un peu au sujet de tout à l'heure. On parlait de bien-être. Et en fait, je pense qu'en entreprise, on pourrait avoir des moments, en fait, de partage un peu hors travail et du coup en ayant des activités qui ont du sens. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais proposer bientôt. Eh bien, écoutez, vous avez une responsable de groupement d'employeurs qui n'est pas loin, donc il y a peut-être moyen de créer des passerelles justement. C'est aussi le but de cette émission parce qu'ensemble c'est mieux. Oui, voilà. c'est vrai. Vous utilisez les panneaux de circulation. J'ai vu. Vous allez avoir du boulot avec les panneaux à 90 là. Mais je vous rassure, ils ne sont pas volés, ils sont récupérés justement dans une entreprise. Très bien. Ce sont des chutes qui ont des défauts de fabrication. Et alors, vos créations, on peut les commander sur Internet? Vous avez un site? Oui, du coup, j'ai créé un site qui s'appelle débrouillard.fr. Et on peut, commander en ligne. Et aussi, bientôt, il y aura du coup le nouveau programme des ateliers qui sera mis en place. Donc, incessamment sous peu. Et bien voilà. Et bien écoutez, on a tout dit, ce sera pour le printemps prochain, c'est ça? Oui. D'ici avril-mai. Oui, mai, juin, je ne sais pas trop encore. Mais bientôt. Merci beaucoup Emmanuel, on retrouvera toutes les infos sur votre site internet débrouillard.fr. Je connais un qui va déjà commander sa table 90. C'est vrai qu'elle est très chouette. C'est sympa. Et Catherine aussi. Oui, Allez, on va retrouver maintenant, si vous le voulez bien, la suite de votre nouveau rendez-vous, le feuilleton qui nous emmène cette semaine dans le Finistère où l'on va planter des arbres. Que je résume bien, j'ai rencontré Olivier Guével, pépiniériste passionné de toujours, qui nous a donné une dizaine d'arbustes. Il y a aussi cette pépinière à quelques kilomètres de là qui nous a donné des dizaines de pousses. C'est pas beau ça? C'est pas beau cette solidarité? Ensemble, c'est définitivement mieux. Qu'est-ce que t'en penses Céline? Ensemble, c'est mieux! Tout de suite, je vais rejoindre Bernard. Il est ingénieur et bénévole dans l'association depuis plusieurs années. C'est lui qui s'occupe de tout l'aspect scientifique. Comment on plante les arbres, dans quel ordre, quelles sont les essences utilisées. On va tout de suite essayer d'en savoir plus. Suivez-moi. Bonjour. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Comment on plante une forêt? D'abord, il faut choisir des espèces. Et les espèces qu'on choisit ici, c'est des espèces rustiques pour avoir une forêt avec le minimum d'entretien et pour retrouver l'effet naturel de la forêt. On va créer une forêt qui sera relativement dense. On va mettre à peu près 10 mètres carrés par arbre. Pour un arbre de cette taille-là, il ne faudra pas hésiter à faire un trou qui fasse 40 cm sur 40 cm. C'est une forêt qui accueillera aussi les animaux, les auxiliaires. Pas tout de suite, dans quelques années, il faut compter 15 à 20 ans.
qui non seulement aura un rôle de filtration des eaux et donc d'amélioration de la qualité des sols, amélioration de la qualité de l'eau, mais en plus ça va enrichir la biodiversité et ça va permettre aussi d'éviter les maladies sur toutes les plantations qu'on va réaliser. Grâce à ça, on devrait avoir de manière totalement naturelle un rendement de toutes les cultures qu'on va réaliser, les cultures potagères qui sera décuplé. Merci beaucoup Bernard, merci pour toutes ces explications, ça permet d'y voir plus clair. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Tout de suite, je vais retrouver Céline qui va nous en dire plus pour l'opération Parraine ton arbre. Et puis aussi sur la fête de l'hiver, parce qu'apparemment, c'est elle qui, il y a quelques années, en a été à l'initiative. Vous me suivez? C'est parti. Salut Céline. Salut Jenny. Ça va? Ça va. Ça bricole, ça décore? Ça finit de mettre les guirlandes pour la fête. Super. Je voudrais que tu m'en dises un peu plus sur l'opération Parraine ton arbre. Qu'est-ce que c'est? Alors, Parraine ton arbre, en fait, c'est l'idée qu'on a eue, c'était de proposer, de planter une forêt de manière différente. C'est que tu peux offrir un arbre à qui tu veux, ou tu peux t'offrir toi-même un arbre. Les personnes donnent une certaine somme. On plante un arbre avec eux sur la forêt, il y en a 300 à planter. Combien? 300 arbres à planter. Ok. Combien ça coûte, Parraine ton arbre? En fait, on a l'espoir de récolter entre 30 000 et 40 000 euros. C'est l'occasion de récolter des sous pour la réfection de la ferme à Raymonde. Ce qu'on a besoin assez urgemment, c'est de refaire les toits. Parce qu'il pleut parfois quand même en Bretagne, on a marre d'avoir les pieds dans la boue. Chaque personne donne combien? Alors, ce qu'on demande pour chaque arbre, c'est 100 euros. Donc, c'est comme c'est une somme certaine, il y a plein de gens qui se mettent à plusieurs pour offrir un arbre. Il y en a qui se sont engagés à donner 10 euros par mois pendant 10 mois. Donc voilà, chacun trouve une solution pour que ce soit une somme à peu près accessible à chacun, mais ouais, c'est 100 euros le parrainage de l'arbre. Dis-moi, qu'est-ce que c'est la fête de l'hiver? J'ai cru comprendre que tu en étais à l'initiative. Il y a 15 ans, quand je suis arrivée à Vers-le-Jardin, je suis arrivée avec l'idée que ce qu'on pouvait mettre en ordre, c'était de fêter les saisons. En fait. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui arrive, aujourd'hui c'est le premier jour de l'hiver, ça méritait une fête. Et on l'a créée, cette fête, il y a 15 ans, mais itinérante. On s'est dit qu'on allait la faire de jardin partagé en jardin partagé. Donc aujourd'hui, c'est la première fois qu'on fait une fête de saison, qu'on fête l'hiver chez Raymonde. Je vais te laisser travailler. Ouais. Et je te dis à tout à l'heure. Ok, ça marche. Ok. Salut. Salut. Ben, qui c'est ça? Vous êtes qui, vous? Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui, vous? Ah, je suis Corentin. Corentin, salut. Enchanté, pardon, je suis pleine de terre, mais... Bah, pas de souci, hein. C'est la saison en même temps. Alors du coup, j'ai récupéré des arbres chez mes confrères, je viens les déposer, faire des dons. Mais c'est super. Ah, c'est un beau geste. Gentil. C'est un beau geste. Vous nous montrez ce que vous avez? Ouais, je vais vous montrer. Génial. Ça tout de Super. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi comme fleurs? Il y a des camélias, des hêtres, des ginkgos, des chênes. Bon, j'ai récupéré ce que je pouvais, quoi. Génial. Les gens étaient généreux quand même. Ah, c'est super. Bah, merci beaucoup, Corentin, c'est génial. Bah Super. non, c'est nous. Hein. Ah bah maintenant, faut mais que... des projets comme ça, faut aider. Ça fait plaisir d'avoir des pépiniéristes comme vous qui veulent bien mettre la main à la pâte et nous filer un coup de main. C'est vraiment super sympa de participer à ce projet solidaire. Trop bien. Hé, les copains! Ouais. C'est parti. Génial. On s'en fiche de la pluie. On va planter. On part dans la forêt. Allez, la suite demain. Question de Carl B. Est-ce qu'il faut un prix? C'est ça. Pour les bonsaïs, ouais, c'est moins On cher. leur posera la question, on demandera. Allez, aujourd'hui, Carl, le thème de la sieste vous a inspiré. C'était bien la piscine à balles ou... En fait, j'ai eu une grosse envie de sauter dedans à pieds joints. Et en fait, je ne l'ai pas fait pendant le sujet, mais ça me grattait quand même très fort. Hein. Vous avez réalisé le rêve de Catherine Bossard. Oui, absolument. Mais j'ai pas sauté dedans, donc je n'ai réalisé qu'à moitié votre rêve, Catherine. Désolée. La prochaine fois, peut-être. L'esquisse d'un rêve. En tout cas, la sieste vous a inspiré à vous une chronique sur la méditation philosophique. Une chronique qui va faire la part belle à la méditation philosophique. Une chronique, puisque tout à l'heure, Christelle en parlait. Faire la sieste, c'est pas forcément dormir. C'est aussi laisser aller ses pensées, lâcher prise, exactement. Et finalement, ça rappelle beaucoup ce qu'on entend quand on parle de méditation en termes philosophiques. Mais attention, il faut faire une distinction, un distinguo entre la méditation au sens
oriental du terme et au sens occidental du terme. Par exemple, chez les orientaux, la méditation philosophique, ça va consister justement à lâcher totalement prise, à ne pas accrocher nos pensées sur des concepts, sur des calculs, sur des idées, à simplement laisser vagabonder ses pensées sans jamais avoir de jugement dessus pour pouvoir atteindre un état de pleine conscience. La méditation, au sens oriental, c'est la pleine conscience. Je suis là, je suis présent au monde, je fais partie du monde, je fais partie d'un grand tout et je ne suis plus simplement une individualité. Eh bien, ce qui est étonnant, c'est que la méditation au sens occidental du terme, chez nous, par exemple en Europe, dans la philosophie, c'est exactement le contraire de ça. On a besoin de concepts, on a besoin de logique, on a besoin de calcul pour penser, on a besoin de toutes ces choses-là, alors que dans la méditation orientale, on est juste là pour atteindre une sorte d'au-delà de la pensée. Ah, carrément, alors au-delà de la pensée, on va très loin, quoi. Ça va loin, ça va loin. Les philosophes occidentaux, eux, ils font pas du tout ça, en fait. Non, le meilleur exemple... réfléchit, on est là dans l'analyse, oui, et là, c'est là que Descartes va venir mettre le grain de sel dans cette chronique philosophie, puisque René Descartes a publié un livre... Oui, René, le gars René, d'ailleurs, que là, les grands. Salut René, c'est le gars René, ça va bien René? René Descartes publie, donc René Descartes, on sait tout ce qu'il sait, philosophe, scientifique, auteur notamment de lois dans l'optique qui sont encore enseignées dans tous les lycées. Donc René Descartes, qui est quand même une pointure, qui est quand même une bestiole, se livre à des méditations philosophiques dans un livre qui s'appelle Méditation métaphysique. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il faisait Descartes pendant ces méditations métaphysiques? Est-ce qu'il faisait comme en Orient, c'est-à-dire, bien, je fais encore comme les moines bouddhistes, vous savez, je m'accroupis et puis je laisse aller mes pensées? Non, au contraire, Descartes, pour lui, la méditation est quelque chose d'extrêmement rigoureux, d'extrêmement logique. La méditation, il y a une question au départ, il y a un milieu et puis il y a une fin. On atteint un objectif, ce qui n'est pas du tout le cas dans la méditation orientale. Par exemple, Descartes va aller très très loin puisque dans ses méditations métaphysiques, dans ce bouquin-là, il va carrément prouver l'existence de Dieu. C'est du lourd quand même, c'est-à-dire que logiquement, de façon très mathématique, je vais prouver l'existence de Dieu. Alors comment fait-il Dans une sieste flash de 5 minutes. Ça pourrait être ça. Alors non, il fait ça. Alors d'ailleurs, il raconte l'expérience à la première personne. Il dit, j'étais dans ma chambre, il y avait un poêle, il fumait du tabac hollandais, puisqu'il était installé en Hollande à l'époque. Et dans cette chambre, tout d'un coup, il a une espèce d'illumination comme ça, un peu mystique, et il se dit la chose suivante. L'homme, dans sa tête, a le concept d'infini. Vous savez tous ce que c'est que l'infini, on est bien d'accord. Le concept d'éternité, on sait tous ce que c'est. Oui, le concept. Le concept, on arrive à voir ce que c'est. Ouais. Et pourtant, on n'a jamais rien vu d'infini, on n'a jamais rien vu d'éternel. On n'en a jamais fait l'expérience. Non. Mais alors comment se fait-il qu'on ait en tête des idées qui n'ont aucune origine par nos sens, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu? Eh bien, dit Descartes, c'est simple. C'est simplement qu'un être éternel et infini a mis ces idées-là dans nos têtes. Ce sont des idées innées qu'on a avant la naissance. Et qui d'autre que Dieu, qui est éternel et infini, peut mettre ces idées-là dans nos têtes? Voilà, pour Descartes, je viens tout simplement de prouver l'existence de Dieu. Je fais un beau dab et CQFD, question suivante, tout va bien. Il a fait ça en fumant à Amsterdam. Ouais, il a fait ça en fumant. Alors d'ailleurs, il y a un bouquin là-dessus qui se demande si Descartes fumait vraiment seulement du tabac brun. CQFD. Mais alors, ça, c'est quand même impressionnant. Est-ce qu'il y a quand même des philosophes occidentaux qui s'orientent malgré tout vers la méditation orientale? Oui, parce que Descartes est un peu un franc-tireur, c'est-à-dire que lui, il s'extirpe totalement de la méditation orientale. Mais il y a un philosophe en particulier au 1er siècle après Jésus-Christ, qui est un des philosophes les plus passionnants à lire. Il s'appelle Plotin. Plotin, c'est quelqu'un qui a réussi la jonction entre la méditation occidentale et la méditation orientale. Plotin, son truc, fait la sieste flash de 5 minutes plus la sieste de 20 minutes. Alors, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que Plotin se met dans des états incroyables, dans des états de méditation, de conscience supérieure, en méditant, en laissant aller ses pensées et en atteignant le monde supérieur, le monde des idées. Puisque pour Plotin, en fait, notre cerveau est fait de chair, mais il est fait aussi d'idées. C'est-à-dire qu'on a un cerveau, comme il dit, amphibie, capable d'habiter notre corps, mais aussi de monter, de s'élever jusqu'à la source de l'univers. Ça va loin chez Plotin, et sans fumer, je vous rassure. Plotin, donc à Alexandrie, ce grand philosophe du 1er siècle après Jésus-Christ, va écrire à propos de ça sans doute les plus belles lignes, à mon avis, de l'histoire de la philosophie. En voulant remonter à la source ultime de l'univers par ses méditations tranquilles, posées au lever du jour. Il faut imaginer la ville d'Alexandrie au 1er siècle après Jésus-Christ, qui s'éveille doucement au chant du coq. Je ne sais pas s'il y a des coqs à Alexandrie, il y a Claude François, il y a des barracudas, mais il y a sans doute aussi des coqs. Et Plotin va écrire ces lignes merveilleuses qui, pour moi, sont vraiment les plus belles lignes de l'histoire de la philosophie, alors que Catherine est en train de... Les sirènes du fer d'Alexandrie. Écoutez bien ces lignes, c'est absolument
absolument sublimes et je vous jure que rien que de les lire, c'est déjà de la méditation. Allez. Souvent, lorsque je m'éveille à moi-même en sortant de mon corps et qu'à l'écart des autres choses, je rentre à l'intérieur de moi, je vois une beauté d'une force admirable. Et j'ai alors la pleine assurance que c'est là un sort supérieur à tout autre. Je mène la meilleure des vies, devenu identique au divin, installé en lui, parvenu à cette activité supérieure en m'étant établi au-dessus de tout le reste de l'intelligible. Après ce repos dans le divin, quand je suis redescendu de l'intellect vers le raisonnement, je suis embarrassé pour savoir comment cette descente a eu lieu et comment mon âme a jamais pu se trouver à l'intérieur de mon corps. C'est beau, c'est magnifique, c'est réalisé sans trucage. Et c'est réalisé sans trucage. Catherine, mais vous cassez tout, c'est lamentable. Mais on se croirait vraiment chez les bouddhistes. Hein, oui, on se croirait vraiment chez les bouddhistes, on n'est pas du tout ici. Non. Toi aussi, tu vas rentrer en communication avec le divin. Il s'aimait bien, Plotin. Moi, j'ai pas osé, mais oui. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez significative à propos de Plotin, justement. Vous savez qu'une des grandes bases de la méditation bouddhiste, c'est de se refuser en tant qu'individu et de penser qu'on fait partie d'un grand tout. Et Plotin était parti sur cette idée et lui-même refusait qu'on le dessine, qu'on le sculpte, que son portrait reste. Et pourtant, nous avons toujours ce portrait qui existe à notre époque, tout simplement parce que ces étudiants ont décidé de faire venir, à l'insu de Plotin, pendant ses cours, non, pas un sculpteur, mais un artiste qui dressait son portrait. Et après, le sculpteur ne sculptait pas pour les cours. Mais non, mais bien sûr que non. Alors, pour terminer, un petit exercice que je vous propose la prochaine fois que vous vous relaxerez pour une petite sieste, essayez de méditer un peu, lâchez prise, laissez partir vos idées, vous serez dans une idée de méditation et peut-être que vous vous endormirez un peu comme un philosophe. J'ai été trop long, mais c'est pas grave, la philosophie à la télé, c'est ça aussi. Moi, je vous dis continuez la sieste. Merci à tous d'avoir suivi cette émission pleine de bonne humeur. Vous voyez, on a tous super bien récupéré, hein, c'est mieux que la sieste flash. Allez, demain, jeudi, on s'intéressera entre autres aux AMAP, ces associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ça marche très fort. Comment ça fonctionne? Quels sont les ressorts? Eh bien, on sera très terre à terre demain. Ça nous fait du bien parfois aussi. C'est bien aussi la philosophie. On vous dira tout. On vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, votre journal régional Kenavo. Et surtout, faites la sieste. Ça réussit à tout le monde, vous voyez.